bonjour à toutes et à tous au Midi Carrière. Ça me fait vraiment plaisir d'être là parce que j'aime le concept vraiment là, de cette initiative. Je trouve que c'est vraiment important pour les nouvelles personnes au niveau en formation, qui découvrent le RAC, puis qui peuvent voir un petit peu les évolutions. Donc, j'ai essayé de faire... c'est un premier exercice pour moi. Je vous demanderais d'être un peu indulgent parce que c'est pas facile, à quelque part, de raconter sa vie en si peu de temps, puis de rendre ça pertinent et peut-être inspirant. Donc, je vais essayer de vous présenter mon parcours et en essayant de donner un sens à quelque part à ma vie. C'est philosophique, là. Donc, voilà, mon odyssée scientifique. Donc, j'avais le goût de commencer par quelques définitions. Je me dit, oh, OK, on va réfléchir, on est philosophique. Je suis biologiste. OK? C'est quoi la biologie pour moi? Si je regarde le Larousse, c'est l'ensemble de toutes les sciences qui étudient les espèces vivantes et les lois de la vie. Alors là, tout de suite, on ouvre un champ de possibilités assez fou. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'une odyssée? C'est un voyage mouvementé, mais d'incidents variés, d'aventures. Oh, là aussi, on a une belle expérience de vie à raconter. Okay? Puis louvoyer, j'ai un petit côté marin en moi, ce qui fait que dans le fond, louvoyer, c'est courir des bordées, aller à droite, à gauche, bâbord, tribord, pour atteindre en zigzag un point que le vent ne nous permet pas d'aller. Puis, c'est dérivé, en fait, dans la vie générale, pour prendre des biais pour atteindre son but. Je trouve que ça fit bien aussi dans une optique de récit de vie. Donc, on remonte en arrière. Il était une fois dans l'Ouest. Je suis originaire de la France. Okay? Donc, en Bretagne, à Crozon, je vous marque avec mes termes de biologie, ma fécondation et l'immigration saisonnière régulière. Okay? Ensuite, différents déménagements qui font que j'ai vécu à Rennes, ma croissance larvaire, à Nantes, ma croissance juvénile. Hein? Puis vous voyez ici différentes images que j'ai été fouillées dans mes images d'enfance. Où est-ce que vous voyez quelque part le côté maritime qui s'est développé en moi, donc que ce soit par l'intérêt pour les bioressources, la biodiversité, la pêche et forcément la navigation. Je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est pas le but, mais c'est pour dire qu'il faut bien commencer à quelque part, ça a commencé jeune chez moi. J'ai un parcours conventionnel au niveau scolaire, ça veut dire classique. Okay? Et j'ai toujours eu des intérêts, par contre, quasiment exclusifs pour tout ce qui est biologie et la technologie. Mon premier virement s'est effectué dans le fond, puis là je reviens, parce qu'au début je pensais parler du système universitaire, mais moi ça a commencé avant l'université. Je suis sorti du système traditionnel pour aller faire justement au niveau collégial au Québec, mais au niveau donc lycéen en France, un bac technique. Okay? Donc comme je disais, c'était un peu, j'ai marqué mon smiley sur les cœurs en titre, un peu du système conventionnel, je trouvais ça un peu non adapté à moi. Donc, le virage vers le bac technique, pour moi, a été vraiment donc extrêmement salutaire, puisque fondamentalement, 35 heures par semaine, je faisais de la biologie, de la chimie, de la microbio. Fait que là, pour moi, ça a été la révélation. Puis tous les domaines qui m'embêtaient dans la vie, le français, les maths, l'histoire, bah, c'était comme quasiment secondaire. Donc, pour moi, ça a été la révélation. Je travaille dans des choses qui m'intéressent, puis je me découvre à quelque part. Ensuite, en 97, on est avant les années 2000, retour au système conventionnel. Donc après mon bac technique, on me dit t'es fou Erwan, t'engages pas dans l'université. J'y vais quand même. Okay? Retour à l'université de Nantes, pour ce qu'il y avait à l'époque, ce qu'on appelait un DUG. Donc là, on se ramasse les gros amphithéâtres, foule le monde, perdu dans une masse d'individus qui ne se connaissent pas, en particulier, vous êtes tous passés par ici, mais c'était assez perturbant. Tu sors d'une petite cohorte de 40 personnes, tu t'en vas dans un truc à 1000, ok, là, changement de décor. Puis surtout, moi, je venais du technique, donc je répète de la science que j'avais déjà vue en profondeur au niveau technique. Donc, jusqu'à la licence de biologie qui suit, je vous dirais que je m'embêtais à l'université. Donc, je vais être honnête, je marque que c'était le party parce que pour moi, c'était juste ça. Okay? Bon. 2001, après tout ça, j'ai besoin de voir autre chose. Okay? Donc, je marque besoin d'exploration, début d'émigration. J'ai fait une maîtrise donc, à l'Université de Nantes en biologie cellulaire et physiologie.
intéressant. Là, j'ai commencé à reprendre de la science qui effectivement me touchait plus parce que bah, les techniques, là, après 3 ans d'université, on commence à approfondir des choses que j'avais déjà vues moi, au niveau technique pendant le bac. Puis donc un petit projet donc, de recherche à première année de maîtrise, donc, qui est maintenant le Master 1 dans le nouveau système, qui travaillait donc, justement sur une épidémie chez les dauphins. Donc, petit projet, premier petit projet mené au niveau de la première année de maîtrise. Ensuite, je dis bon, ça ne me convient pas tout à fait. Fait qu'en 2002, je fais encore un autre virement de bord. Je m'en vais à l'Université de La Rochelle pour faire une autre maîtrise, donc une autre première année de master en biologie des populations des écosystèmes, donc à l'Université de La Rochelle. Et là, je découvre la vie en dehors des laboratoires ou des sous-sols de CHU. Parce que fondamentalement, en biologie cellulaire, la carrière, c'était essentiellement dans un sous-sol d'institut de recherche hébergé dans un centre hospitalier. Je voyais ma vie dans un sous-sol, ça ne me plaisait pas. Donc, l'Université de La Rochelle, que je découvre fondamentalement, c'est les terrains sur la plage, sur l'estran. On découvre c'est quoi qui se passe dans les mains dans l'eau et les missions en mer. Donc là, je dis, au moins on respire. Un petit projet de recherche de master, première année, sur les stratégies d'allocation d'énergie chez les oiseaux planctonophages, en fait, dans les îles Kerguelen, au CNRS de Chizé. Donc, on commence à avoir de la science qui sort on va dire, des comptoirs de laboratoire de souterrain, j'appelle ça. Une expérience à l'étranger, je pars quand même faire un été dans un laboratoire pharmaceutique, faire une étude en gros éthologique en fait pour des médicaments sur les sciences cognitives. Là, pareil, donc je reviens faire de la science de sous-sol, de laboratoire fermé. Ça me prend 15 minutes pour me rendre à mon laboratoire à passer des portiques de sécurité, de décontamination. J'ai oublié mon crayon de plomb. Je fais, ça me prend un quart d'heure pour revenir au bureau. Bref, pas excitant comme expérience, mais enrichissant par rapport au fait d'être parti à l'étranger. Au travers de tout ça, je fais mes migrations saisonnières parce que je suis aussi formateur de voile. Mon club de voile est sur le bassin d'Arcachon. En fait, je me balade beaucoup plus vers des choses estivales, j'ai envie de dire, et sur la plage à faire de la voile que vous concentrez sur mes études et mes choix. Donc, c'est pour ça, un petit smiley sur « je suis étourdi ». Il faut trouver un sens à tout ça. En 2003, donc suite à ces 2 premières années de maîtrise, à l'époque, c'était ce qu'on appelait un DEA, où là, finalement, j'ai trouvé la conciliation entre la biologie cellulaire et l'écologie dans la physiologie intégrée. Moi, je l'ai accepté. Okay. Donc, DEA, physiologie intégrée en conditions extrêmes à l'Université de Lyon, donc, Claude Bernard, où là, finalement, j'ai mené. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti du PowerPoint. C'est bon. Voilà. Ouais, ok. Vrai premier projet scientifique à mener, c'est mon projet donc, de DEA, donc de Master 2, à quelque part au Brésil, à l'Ifremer, à la station d'aquaculture expérimentale de Palavas, donc dans le sud, près de Montpellier, sous la direction de Christian Fauvel. Et mon projet s'intitulait donc Recherche d'indicateurs protéiques de la qualité des œufs de bar. Donc, on a beaucoup fait de reproduction artificielle de bar, le loup, appelé en Méditerranée. Puis j'ai développé. En fait, on installait le laboratoire de protéomique à la station de Palavas. Donc, moi, je suis arrivé, il y avait des boîtes avec tout plein de matériel. Donc, installer le laboratoire, faire des fécondations, puis développer tout un protocole de recherche d'indicateurs protéiques sur des méthodologies basées sur l'électrophorèse bidimensionnelle. C'est pour ça que vous voyez les gels à droite. Donc, vraiment déterminer. L'idée, c'était de trouver des indicateurs protéiques pour éventuellement monter des kits sérologiques pour déterminer la qualité de manière préalable en fait, aux fécondations pour trouver ceux qui ont les meilleures pontes dans le but d'améliorer les productions aquacoles. Donc, super intéressant. Moi, j'ai mis en place le protocole, le labo, et puis la personne qui a repris le sujet, dans le fond, elle a fait aussi partie du RAC. C'est Amélie Crespel qui m'a succédé, qui elle a en gros un peu plus approfondi le protocole et puis les manips. Donc, il y a un papier qui est sorti de ça intéressant. Bref, donc ça, les DEA,
j'étais vraiment content. Je me prenais pour un scientifique, c'était intéressant. 2005, besoin d'exploration, expatriation au Québec. Je vous passe tous les détails de comment ça s'est passé, peut-être dans les périodes de questions. Dans le fond, pour atterrir ici, à l'ISMER, à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, avec Céline Naudé comme directrice et donc Yvan Lambert comme co-directeur à l'IML, pour mon doctorat en écophysiologie, qui était basé donc sur une étude des contributions paternelles et les effets de la photopériode sur les performances de croissance des jeunes plis rouges. La plie rouge étant un modèle écophysiologique, un poisson plat vraiment quand même assez étudié en Amérique du Nord. Donc, on testait les croissances à contre-gradient donc de cette espèce-là, donc différentes populations estuaires jusqu'à la baie de Fundy. Donc, on testait les effets de la latitude, les effets paternels, donc les effets parentaux, pour savoir justement s'il y avait. On se concentre beaucoup sur les effets maternels, de par la qualité des œufs, c'est l'essentiel de l'information là-dedans, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau génétique par les pères. Donc, je n'entrerai pas dans la science, mais l'idée, c'était donc vraiment 3 chapitres sur les jeunes stades, j'ai envie de dire. Donc, beaucoup de focus en termes d'élevage et de développement d'outils d'élevage. Donc, mes apprentissages, on parle de ça. Bon, construction de dispositifs expérimentaux, beaucoup d'apprentissage au niveau de la zootechnie, donc les élevages de proies vivantes, de géniteurs, des larves, de la fécondation, tout ce qui est lié à l'entretien des systèmes de production. Comme je vous dis, j'aime la biologie, mais j'aime aussi tout ce qui permet de faire croître la vie, donc les systèmes de production. Donc, c'est vraiment un intérêt assez avancé là-dessus. Donc, dans le cadre des doctorats, j'ai passé énormément de temps à la station aquicole à Pointe-au-Père. Donc, pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là, j'ai quand même passé 365 jours par année quasiment à élever des poissons. Comme je ne le faisais pas pour mon cadre de mon doctorat, je le faisais pour des contrats à côté, genre te faire fouetter. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à la station à m'occuper des bibites. Là. Donc, quelques images de tout ça, donc des fécondations, des photos de larves, un peu de laboratoire au travers de tout ça, forcément. Donc, c'est beaucoup basé sur la croissance, mais il a fallu aussi analyser les contenus énergétiques, donc profil lipidique, profil en ARN, biochimie. Donc, je passe les détails, mais c'est quand même beaucoup d'élevage donc de poissons, parce que quand on élève des juvéniles de plis, je les suivais au moins pendant 1 an. Donc, l'année suivante, la reproduction rembarquait, fait que je rembarquais dans un cycle larvaire et rebelote, reparti pour 1 an de suivi. Donc, c'est tous les matins des comptes de mortalité, tous les soirs, enfin bref, c'est non-stop. C'est pas compliqué, hein, pour faire des suivis. Ceux qui travaillent là-dedans savent ce que ça représente. Ils ne connaissent pas les fins de semaine, les congés fériés et les vacances. Les bits, il faut que ça mange tous les jours. Donc, c'est énormément d'astreintes. Je ne demande rien à ceux qui sont dans le domaine, mais disons que c'est un autre niveau là, que d'autres qui roulent des modèles sur des ordinateurs qui peuvent dire « Ok, il est 4h30, j'arrête. Non, moi, il est minuit, puis j'ai encore des bébés qui meurent. » Ça fait que c'est notre affaire. Mais moi, je trouve ça passionnant, puis je me suis beaucoup dévoué à ça. C'est cette présentation dans le cadre du RAC, qui est donc un réseau de recherche, réseau de chercheurs. Et fondamentalement, au niveau du doctorat, c'est réellement ma première affiliation à un réseau de recherche. Et donc, pour la fin de 30 ans, je me dis, c'est quoi que ça m'a réellement apporté un réseau de recherche? Donc, en réfléchissant, j'ai réalisé que c'était beaucoup de premières. Donc, en ce qui concerne le réseau Aquaculture Québec, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'il s'appelait. J'ai replacé réseau Aquaculture Québec. Dans le fond, c'était les premières affiches. La première fois que je faisais des affiches, les premières distinctions, les premières collaborations pour des financements pour aller en dehors du laboratoire. Donc là, j'ai eu l'occasion d'aller à Halifax, au CNRC, pour une étude sur les protéines antigel, dans le cadre de mon projet. Premier congrès international, j'ai eu l'occasion avec le RAC, dans le cadre du doctorat, d'aller c'était au Portugal pour le Flatfish Symposium. Mais je faisais aussi partie d'autres réseaux. Le RAC est comme provincial. Je faisais aussi partie, par l'entremise de ma directrice à l'AAC, donc l'Association Aquacole du Canada, qui m'a permis de faire des premières conférences en dehors du Québec,
en anglais. Je marque des premières discussions scientifiques avec des autres spécialistes. C'est pas tant que c'est pas fait au RAC, mais dans le fond, quand on est à l'extérieur, ben, on se ramasse autour d'un verre à parler en anglais avec quelqu'un que tu ne penserais jamais à la rigueur discuter. Là, tu dis, wow, toi, moi, je te cite, tu es mon grand pont, tu es ma référence. Puis là, je parle avec toi, puis tu me parles de tes forces, de tes faiblesses. C'est les premières discussions qui peuvent arriver en dehors grâce à quelque part à ces associations-là, ces réseaux-là. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça, finalement, on est tous des humains. Puis on est beau être des jeunes scientifiques et discuter avec des personnes qui ont plus d'expérience, bah, je pense que ça nous permet aussi d'avancer dans notre carrière. Donc, je faisais aussi partie de la Société canadienne de zoologie. Donc, pareil, les premières conférences en oral, enfin orales en anglais. Je faisais aussi partie des bénévoles au niveau des événements pour les conférences annuelles. Okay. Merci Céline. J'ai mis une copie de l'affiche. Donc, toujours des concepts artistiques derrière. Donc, c'est ça. Donc, le bénévolat aussi événementiel qui aujourd'hui, bah, fondamentalement, me resserve. Et donc, c'était vraiment s'impliquer, être avec les organisateurs, vraiment être en arrière-plan. C'était vraiment intéressant. Donc, ça, c'est ce que me permettaient les réseaux de recherche en termes de première. Donc, c'est vraiment des compétences transversales qu'on développe en plus de nos compétences de scientifiques qu'encadrent nos directeurs. Bon, sixième virement, dans le fond, après le doctorat, j'ai entamé quelque chose qui s'en va vers l'industrie, donc la recherche et le développement industriel. Donc, en fait, avec le diplôme en poche, okay, j'ai commencé un postdoctorat à UQAR dans le cadre d'une collaboration très ucarinienne, mais extrêmement importante, donc avec la chaire de recherche de Régent, d'aquaculture. Jean-Sébastien, qui était un nouveau professeur à l'époque dans le département de génie de l'UQAR, donc vraiment en génie des procédés, et une jeune pousse, hein, pour le terme français de start-up de biotechnologie, qui s'appelait Nutrocéan à l'époque, qui est donc vraiment un concept qui a été développé par Réal Fournier, qui était le responsable de la station aquicole à Stancy, qui avait développé vraiment un concept de production de microalgues. Donc une vraie collaboration entre l'UQAR et justement une start-up qui est poussée de l'UQAR en production de microalgues. Et donc, dans le cadre de ce post-doc-là, j'ai travaillé sur différents aspects de l'optimisation des cultures de microalgues en photobioréacteurs. Donc, c'est le système de production des algues, sont des systèmes fermés, donc où est-ce qu'on met de la lumière. J'ai travaillé sur le recyclage du milieu de culture pour rentabiliser, parce que limiter les pertes et en tout cas améliorer les conditions de culture. J'ai travaillé sur les effets de la photopériode et de la longueur d'onde de l'éclairage sur les cultures. On a travaillé justement avec le département de génie sur l'automatisation de la production et aussi sur l'amélioration des systèmes de production en développant un photobioréacteur de type panneau plat. Comme vous le verrez, on était dans des systèmes, on va dire, cylindriques et différentes études nous ont amené à changer de système de production. Je vous montre quelques photos ici. Donc, en vrac, différentes installations, on peut voir en fait les différents systèmes de production. À l'époque, donc Jean-Sébastien venait d'avoir sa partie de labo à la station aquicole, donc il a fallu vraiment installer la nouvelle salle. Donc, à quelque part, j'ai eu l'honneur de travailler donc, pour installer ce labo-là, qui roule encore, je crois, aujourd'hui, et dans lequel les expériences se font toujours. Donc, c'était vraiment extrêmement enrichissant. Donc, ça rejoint encore une fois système de production, biologie, technologie. Moi, je capotais là-dedans, en fait, on a tout installé. On voit ici différentes expériences sur l'utilisation de l'aide, donc développement avec le département de génie de systèmes de production automatisés. Quand on voit en bas à droite, dans le fond, tous les systèmes de production avec plein de fils connectés à des ordinateurs. Donc, ça, c'était tout le côté génie que pour moi, je découvrais. Je trouvais ça assez fascinant. Donc, mathématiser ou modéliser les croissances biologiques en temps réel et les contrôler avec un Python depuis un ordinateur, pour moi, c'était inconcevable. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Donc, j'ai extrêmement grandi dans cette relation, dans cette collaboration-là, en fait. Et on voit à droite le développement d'un prototype de photobioréacteur en mur. Donc, on a la différence en bas à droite, un mur versus des tubes en haut à gauche, qui était le système conventionnel déployé à l'UQAR et qu'on retrouve dans beaucoup d'autres industries. Septième plongeon, forcément, suite à ça, Nutrocéan était lancé.
J'ai quitté donc le postdoc pour embarquer directement dans le monde industriel en tant que directeur de la recherche et du développement chez Nutrocéan. Donc, qui est quand même à l'époque une biotech qui était vraiment pionnière à l'échelle du Canada pour la production industrielle de microalgues. En 2010, on était quand même pas mal avancé sur pas mal d'autres en Amérique du Nord, j'ai envie de dire. Vraiment très enthousiasmant. C'était une acquisition donc d'une nouvelle usine. Donc, c'était, comme je dis, une start-up de l'université. Donc là, ils sont partis au mode industriel. Donc, achat d'une usine, il fallait l'installer, mettre à l'échelle les procédés de production, optimiser la qualité et les rendements dans ce nouvel environnement, former du personnel hautement qualifié, qui est le terme un peu pédant pour en gros des bonnes ressources humaines. Mais donc, très intéressant aussi à ce niveau-là, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en termes d'expertise ou de gens formés. Donc, aussi des projets de recherche et de développement, aussi bien sur les produits, pour développer les produits qui étaient commercialisés, développer les marchés. Donc, on était essentiellement axé sur des marchés d'aquaculture et aussi de cosmétiques. Donc, tout de suite, donc, des applications biotechnologiques qui étaient très promettrices à l'époque. Donc, il fallait développer ça et des systèmes de production. Comme je vous dis, techniquement, on était passé à l'échelle station agricole, c'était des photobioréacteurs de 250 litres. À l'échelle industrielle, mettons, dans la première usine, on passait à 350 litres. Moi, mon objectif, c'était de faire des photobioréacteurs de 5000 litres. Donc, on a travaillé là-dessus, une expérience de dépôt de brevet pour un PBR de 5000 litres automatisé. Quelques images. Donc, la bâtisse bleue que vous êtes encore capable de voir quand vous allez vers Saint-Clus après avoir passé la station. Donc, on voit ici l'installation de l'usine. Donc, tout en fouillis, on installe ça. Encore une fois, on démarre à zéro. Quelques images des photobioréacteurs une fois installés. Des images de qu'est-ce qui se passe en termes de développement en haut. Donc, tu vois, avec Réal, on se posait des questions sur améliorer les systèmes. Donc, c'est vraiment très empirique, expérimental. C'est vraiment trippant de faire du développement dans ces conditions-là. Milieu, une image où est-ce qu'on visite des clients. Là, c'est une image chez Sebelfish dans une petite île dans le coin de l'île de Vancouver, où est-ce qu'on travaillait directement avec les clients sur la côte ouest en aquaculture. En bas, c'est une image avec l'Institut de recherche en biologie végétale à Montréal, où est-ce qu'on travaillait même sur des engrais, etc. Donc, vraiment, quelques-unes au travers de plein de projets de recherche qui étaient menés au sein de cette industrie-là. Et du développement de systèmes de production et de produits. On voit ici des pilotes et justement une unité de photobioréacteur je pense, à un 3000 litres, celui-là, qui a servi à conceptualiser le brevet. Donc, des systèmes de murs. Donc, vraiment, bref, on s'est amusé là, pendant quelques années. Bon, forcément, c'est un sujet intéressant. Donc, on a eu quelques couvertures médiatiques. Titre d'exemple, ici, je montre le Soleil qui disait « Oh, un leader mondial à Rimouski ». J'ai eu donc le Québec Science qui a fait un article aussi sur nous autres. Et puis en bas, l'image qu'on voit, c'était une collaboration avec une chercheuse de l'université de Cambridge en Angleterre qui faisait donc des photobioréacteurs artistiques. Et là, on voit que c'est une installation de photobioréacteurs au Jardin de Métis. Donc, on essaie en même temps d'associer l'art et on va dire la biologie, c'était actuel, enfin, c'est tendance à ce moment-ci. À quelque part, c'est un côté intersectoriel qui va me rejoindre un peu plus tard dans mon cursus. Donc, bref, ça jasait à l'époque. Jusqu'au jour où, oups, 2012, problème de financement, de rentabilité, c'est bien beau tout ça de s'amuser, mais ça coûte de l'argent. Les produits sont difficiles à pénétrer le marché, donc fondamentalement, faillite. Restructuration de Nutrocéan. Donc, en termes d'acquisition de compétences, j'ai dû licencier des employés. C'est pas facile, on n'est pas formé pour ça au doctorat. Rechercher des investisseurs, même si c'est pas mon expertise, j'avais quelqu'un en développement d'affaires. J'apprends énormément, contribuer au plan de relance, au plan d'affaires. C'est toutes des compétences qu'on n'apprend pas au doctorat, on va dire. Apprendre à fermer une usine. OK. Comment on fait ça là, pour que ça gèle pendant plusieurs années? C'est une expérience, wow, c'est fou. Expérience de rachat, négocier avec les nouveaux acheteurs, redémarrage, participer à tout ça. Donc 2012, ce n'était pas une année facile, remplie de doutes, j'ai envie de dire, mais qui m'a amené à faire un autre virement, qui est un virage dans le fond vers l'industrie alimentaire de produits marins, où là, j'ai été négocié avec
une autre biotechnologie marine, un poste chez Océan Nutrasciences. Donc, qui est une entreprise qui valorise les coproduits de la pêche, les différents produits de la mer, en particulier des macroalgues. Donc, pour la petite histoire, Océan Nutrasciences est donc la première biotech sortie de l'UQAR, on va dire, en 95. C'est Pierre Blier qui avait vraiment sorti le Aquabiochem à l'époque, qui a permis l'acquisition de la première usine de transfo à Matane en 99 sous le nom d'ABK Gaspésie, qui a duré 10 ans. Puis en 2009, c'est aussi cassé la gueule, puis faillite. Donc, ça a été racheté, restructuré en 2 entités, Océan Nutrasciences pour la partie produits de santé naturelle et Organique Océan pour les produits, on va dire, phytosanitaires, en tout cas les engrais à partir d'algues qui existent encore, Organique Océan, qui sont à l'île verte. Donc, c'est ça. Donc là, plusieurs casquettes chez Océan Nutrasciences. Puis là, j'ai passé, donc là, on était rendu en 2012, nombreuses années j'ai passé 6 ans dans cette entreprise-là. J'ai porté plusieurs casquettes. Donc oui, de base, j'étais directeur de la recherche et du développement. Donc pour tout ce qui était associé à la production d'ingrédients marins destinés aux produits santé naturelle, puis la transformation de produits en sous-traitance. Parce que ceux qui ne connaissent pas l'usine de Matane, c'est quand même, il y a eu beaucoup d'investissements publics pour des outils de production. Puis donc, il fallait rentabiliser ça. Donc, pas uniquement sur nos propres produits, mais on proposait aussi ces équipements en sous-traitance à différentes bibliothèques québécoises, hors Québec aussi. Donc, c'est ça. Donc, le principe fondamental de cette usine-là, c'était finalement de valoriser les coproduits de la pêche, fait que tout ce qui est jeté, qui n'est pas vendu. Donc, je prends l'exemple des carapaces de crevettes. Les crevettes sont décortiquées pour vendre la chair. On achète tous des petites crevettes de Matane, on est bien content. Mais il y a énormément de biomasse de jeté. Okay? Puis l'horizon 2020, c'était justement que les résidus de pêcherie devaient être valorisés pour plus, ils n'avaient plus le droit d'être enfouis. Il fallait faire de quoi? Donc le concept de 95 de Pierre n'était pas neuf, mais fondamentalement trouver un aspect réglementaire qui encadrait le développement de tels procédés. Donc c'est valable pour les crevettes, c'est valable pour d'autres résidus de poissons. Donc, on transformait ces résidus-là, ces coproduits, dans le vrai terme, avec différentes recettes que je ne détaillerai pas. Puis, on faisait des petites poudres, on va appeler ça de même, qu'on mettait dans des gélules, puis qu'on mettait dans des boîtes qui se vendent en pharmacie ou dans le magasin de produits de santé naturelle. Donc, ça, c'est la chaîne vraiment globale. Qu'est-ce qui se passe avec un coproduit de la mer dans cette vision-là? Moi, ça m'a surtout permis de développer des connaissances sur les bioprocédés. Donc, j'ai quand même une base en biochimie, biologie cellulaire. Donc, je comprenais tout ça, mais là, à l'échelle de l'industrie, c'est vraiment une autre affaire. Ce n'est pas un bécher de 200 ml, c'est une cuve de 100 000 litres. Là. Et donc, tous les procédés associés à ça, donc hydrolyse, centrifugation, ultrafiltration, atomisation, j'en passe. Là, tous les bioprocédés ont été développés là-dedans. Et quand on parle de produits de santé naturelle, c'est parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Donc, on ne met pas des solvants là-dedans, on ne met pas des produits, on va dire, nocifs, on est en naturel, donc des hydrolyses naturelles. Je ne rentrerai pas dans le détail des procédés, s'il y a des questions, on pourra en reparler. En termes de recherche, donc, encore une fois, beaucoup de projets de récolte de coproduits de crevettes ou d'autres sources de biomasse. Donc, j'ai vu passer pas mal de biomasse dans mes cuves. Des choses parfois, t'avais qu'une envie, c'était de rentrer prendre la douche, on va dire. Donc, surtout quand on parle de coproduits dans le marin, il y a des choses qui ne sont pas agréables parfois à travailler, mais c'est ça la recherche. Le développement, amélioration de procédés, mise à l'échelle de procédés, donc c'est vraiment toujours en amélioration continue. Donc vraiment, on est à l'échelle industrielle, puis on fait de la biologie appliquée. Et c'est là que je m'aperçois que tous les fondements, tu les appliques à quelque part. Hein. Mais deuxième casquette, directeur d'usine. Donc, fondamentalement, je gérais à quelque part tout ce qui se passait dans les cuves. Mais donc, j'ai dû, par la force des choses avec le temps, et puis pour rentabiliser aussi les processus, améliorer donc l'efficience de l'environnement de production. Donc là, développement de compétences en plomberie, en aération, en électricité,
tout plein de choses par l'automatisation, parce que ça fait partie des choses pour améliorer. Donc là, Ramasse doit gérer du personnel. C'est une usine qui roulait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours, dépendamment des années. Donc, encore une fois, quand on produit, quand un client dit tu veux ça pour telle date, tu t'arrêtes pas. Puis c'est déjà arrivé que la bouilloire pète un 31 décembre. Ça, c'est pas drôle. Donc, quand la bouilloire pète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau chaude, tu n'as plus d'autres procédés, tu ne peux plus travailler, puis à ton client que tu vas livrer le 5 janvier, bah, tu es mal pris. C'est toute la réalité de travail en usine, la réalité de santé, de sécurité au travail, la gestion des réceptions, des exportations. Donc, c'est ça. Là, j'ai une photo d'un gars que j'envoie dans un système de l'atomiseur pour nettoyer et inspecter là-dedans. C'est une idée là, de directeur d'usine. Encore une fois, on n'apprend pas ça au doctorat. Troisième casquette, responsable de l'assurance qualité. Donc là, ça rejoint un peu mes compétences de biologiste, qualité des produits, salubrité de l'usine. Donc améliorer tout ça, on est dans l'alimentaire. On a des règlements pour exporter des produits. Donc c'est l'agence canadienne d'inspection des aliments qui nous régit. On est inspecté. On a des plans de contrôle de la qualité. Enfin bref, on vend de la bouffe là. Fait que faut pas vendre des salmonelles. Okay. Donc, c'est important. Les relations avec le client, qui forcément, eux autres disent qualité, les fiches techniques, etc. Donc, encore une fois, une casquette que j'ai développée là-dedans en termes de compétences. Donc, intéressant, mais je ne veux pas, encore une fois, un changement de direction dans mes compétences. Je montre ici quelques images de l'usine, où est-ce qu'on voit, comme je vous dis, les gros béchers. En bas à gauche, ça, c'est l'atomiseur. C'est le plus gros atomiseur, on va dire à l'est du Québec, même au Québec, c'est le seul atomiseur pour les produits marins. Donc, en gros, un atomiseur, c'est pour rendre une solution liquide en petites poudres. Ben, c'est ça. Donc, c'est le plus gros équipement qu'il peut y avoir. Donc, très sollicité, différentes étapes de filtration, des labos, des centrifuges. Enfin, bref, tout plein d'équipements. Je pourrais faire plusieurs slides de ça, mais on va s'arrêter là. En bas à droite, j'ai quand même mis une photo. Ça, c'est pas l'équipe, c'est les groupes. Je recevais annuellement c'est le programme de chimie à l'UQAR. Donc, ils venaient faire des visites, puis on parlait avec les étudiants donc du bac en chimie. Donc là, on voit quelques personnes qui ont même continué à la maîtrise, on est même passé, je pense, par l'ISMER. Donc, intéressant. Un peu de couverture médiatique, on crée des emplois, on a un petit peu de reconnaissance. En 2017, on a eu le prix pour le développement d'entreprise, quelques couvertures de journaux. Bref, c'est intéressant, ça donne un petit peu de beaux moqueurs quand on passe la journée les mains dans les produits qui puent. J'avais des activités académiques. Je suis devenu professeur associé à l'Université Laval en 2017 dans la chaire de Laurent Bazinet, qui est à la faculté des sciences de l'alimentation, de l'agriculture, pour la chaire qu'il a obtenue en bioprocédé électromembranaire. Le titre est imbouffable, hein, super long, mais en gros sur les coefficients des procédés bioalimentaires. Donc là, c'est intéressant, je me remettais directement dans les activités académiques, comité scientifique de la chaire, ma première étudiante en codirection au doctorat, donc je trouvais ça intéressant. Et encore une fois, des supports de réseau. Donc aussi pour l'industrie, il y a des réseaux, donc en particulier celui qui est connu ici, la Technopole maritime du Québec, donc TMQ, là j'ai sorti les anciens logos aussi, vous remarquerez, Créneau Accor, le CQVB qui n'existe plus, le CRIBIC qui existe encore. Donc encore une fois, des réseaux qui donnent des occasions de maillage entre les acteurs, des programmes de financement, des ateliers de transfert de connaissances, bref. Encore une fois, il y a énormément d'activités qui sont supportées par ces réseaux-là, qui sont utiles pour tout le maillage donc, des filières. Et je dirais le dernier virement de ma vie est en 2018, mon virage, le retour à l'académie à quelque part vers la gestion du programme de recherche académique. En 2016, chose quand même assez intéressante, le Québec se dote d'une stratégie maritime. Donc, se dote aussi de moyens associés à ça. Et créer dans cette initiative-là le réseau Québec maritime, qui vise à fédérer les forces vives. Donc, c'est un terme un peu générique, mais dans le fond, on veut vraiment fédérer. Donc, le réseau Québec maritime, c'est un réseau de réseaux. Donc, on veut fédérer tout ce qui se passe dans le maritime avec des approches intersectorielles de l'architecture des sciences. Ça veut dire qu'on veut faire travailler le monde ensemble, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'un
un chimiste travaille avec un physicien. Ça, c'est multidisciplinaire. On veut que justement quelqu'un je sais pas, en sciences sociales, en économie, travaille justement avec quelqu'un qui travaille sur une ressource biologique, parce que c'est la vision globale qui fait que justement les solutions qui vont être apportées vont être beaucoup plus efficaces et intégrées à l'écosystème. Donc ça, cette vision-là, moi, m'a interpellé, m'a intéressé. Je fais, oh, il y a moyen de faire quelque chose, il y a une vague qui s'initie, et je trouve ça vraiment, ça m'interpelle. Et surtout, en 2018, le Réseau Québec Maritime s'est doté d'un programme de recherche majeur, qui était le programme de recherche Odyssée Saint-Laurent. Donc, on parle de 15 millions sur 5 ans pour financer de la recherche intersectorielle dans le maritime au Québec. Fait que ça, c'est un peu une première, c'est vraiment un bel outil. Et donc là, j'ai eu la chance donc, de devenir responsable de ce programme-là, dans lequel, là, donc, depuis 2018, c'est le poste que j'occupe actuellement, création et gestion de programmes de financement, donc des appels à projets, mais je développe des appels à temps navire, des appels à projets conjoints avec des partenaires. Donc, je fais du développement de partenariats scientifiques, stratégiques avec différentes institutions, entités, regroupements, du développement d'outils de soutien aux scientifiques, parce que c'est vraiment le but du réseau. On veut accompagner, vous avez vu l'importance que les réseaux offrent, et qu'on veut accompagner les différents scientifiques de toutes les institutions. Ce n'est pas juste universitaire, c'est collégial, c'est ceux des centres de recherche non académiques, c'est peut-être du monde qui est sur le terrain dans un comité quelconque. Donc, c'est vraiment tous ceux qui sont dans la science maritime. On a des outils pour eux, planification stratégique, gestion d'équipes multidisciplinaires, gestion et animation d'ateliers et de congrès fait partie, encore une fois, des choses qu'on fait justement pour mailler le monde, pour faire en sorte que les gens se parlent. Donc, plein d'activités que vous avez peut-être entendu parler dans le cadre de vos activités personnelles. On supporte donc plusieurs projets, et puis j'ai trouvé bon de souligner qu'il y avait des chercheurs du RAC, des chercheuses aussi du RAC, soutenus par Odyssée. Donc là, je cite Pierre Billet, Mélanie Lemire, Dominique, Robert, Magella, Éric Tamigno, David Delaurier, Pascal Sirois. Donc c'est des membres du RAC. J'en oublie peut-être, mais j'ai fait un tour rapide, puis je pensais que cela était intéressant, supporté par Odyssée. Il y en a qui prennent place aussi à bord de nos missions océanographiques. Donc, on supporte le projet Genfish, qui est vraiment un projet, on va dire, pan-canadien, en tout cas moi dans l'est du Canada. Marc Mangelbier du ministère de la Faune, Phil Archambault, Fanny Noisette. Donc, il y a plein de monde qui viennent à bord de nos missions. Vous avez entendu parler des missions Odyssée. Et puis, il y a aussi d'autres programmes du RQM qui soutiennent d'autres chercheurs, donc Claude Bernatchez pour le projet GK, Steve Plante, Isabelle Marcotte, avec Régent Tremblay aussi sur le potentiel du BICUS de moule en biotechnologie. Donc, différents, j'en oublie peut-être, mais en tout cas, c'est histoire de vous donner une idée que, bon, on soutient des chercheurs du RAC dans nos activités. Quelques images, là, on voit des images du projet Île de David, Gilles Archambault, son bateau, Dominique Robert, c'est Flétan, Magella, c'est Foot Passant, la campagne Manger notre Saint-Laurent, à gauche, et puis même des études d'acceptabilité alimentaire des algues que Éric Tamigno produit. Donc, des choses assez stimulantes et vraiment, vraiment intéressantes. Donc, c'est ça que je fais encore actuellement, et que c'est mon poste en cours. Donc, pour faire le bilan un peu de tout ça, je me dis, bon, est-ce qu'il y a une ligne directrice dans tous ces petits changements de cap de l'orientation de mon parcours? Là, je regarde ça, là. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Je vous rappelle la définition au début. Biologie, l'ensemble de toutes les sciences qui étudient les espèces vivantes et les lois de la vie. Il y a forcément quelque chose là-dedans. Puis voir mes petits fragments, ça me fait penser à mes morceaux d'ADN. Il y a forcément quelque chose, il y a un code là-dedans. Donc là, je me dis, oh, je mets tout ça ensemble, il y a quelque chose qui se dessine. OK? Je dis, oh, tous mes changements, mes orientations forment mes expériences. Toutes mes histoires de vie forment, à quelque part, ma personnalité, ma façon de voir les choses, bref, tout mon background de personnalité. Et dans le fond, ça forme qui je suis, quelle ma vision, et dans ces cas-là, comment je mets en place ma contribution dans le monde dans lequel je vis. Et donc, c'est vraiment ce qui fait que toutes mes expériences de vie font que je peux permettre de le transférer, ou en tout cas de l'appliquer, et de le faire avec un brin de fierté. Donc, la suite de mon odyssée, je ne le sais pas. Je vais chercher une petite citation de John Maxwell qui dit le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste attend que le vent tourne, le leader ajuste ses voiles.
moi, j'ai le goût de dire, je cherche à ajuster mes voiles. Donc, je vais bien voir où est-ce que le vent me portera. Et je vais aussi faire en sorte d'ajuster mes outils et d'apprendre à mettre comme il faut à la bonne place. Donc, voilà, ça fait tout. Merci. Céline qui dit que tu as oublié d'approfondir ton côté artistique. Un jour, tu auras le temps. Est-ce que je fais échappe? Oui, tu peux faire échappe. Merci beaucoup, Erwan. Top cher. Ça, on se voit. On voit un peu plus les personnes qui sont avec nous sur l'écran. Très belle présentation. C'est vrai que c'était vraiment captivant. Tu nous as vraiment emmenés dans ton odyssée. Est-ce que vous avez des questions ici? Des commentaires? Ça peut être en ligne aussi. Il y a beaucoup de félicitations. Une présentation, ouais. Merci. Ben, c'est une première. J'espère avoir réussi à communiquer un petit peu l'importance des réseaux. Je dis fondamentalement, c'est vrai que ça aide à structurer, parce qu'il n'y a pas vraiment les compétences transversales, puis c'est ça qui finalement te motive à collaborer et à avancer dans une carrière quelque part. Tu veux que je regarde le chat s'il y a des choses? Non, mais oui, lis les bons commentaires, mais... Ouais. C'était quoi les plus grosses différences que tu voyais entre le universitaire et l'université? Les différences entre le milieu industriel et universitaire, je pense, sont la plus grosse différence, c'est les attentes face à ce qu'on livre. Okay? Je pense que l'industrie a des enjeux de rentabilité fondamentalement et donc c'est un peu monétaire, chose qu'elle n'a peut-être pas conscience la personne qui est subventionnée dans un cadre académique. Donc ça, pour moi, de là découle beaucoup d'enjeux. Je ne parle pas de différence de qualité de travail, mais peut-être sur la vitesse de réaction ou de réalisation avec des enjeux. Tu sais, parfois, au niveau universitaire, on peut se permettre d'aller explorer des idées, d'aller peut-être contourner des choses, de passer du temps à dire, OK, ben là, ça m'a amené cette conclusion m'a amené telle idée, je vais peut-être aller l'explorer, prendre du temps pour aller le faire. Chose qu'en industrie, on le met un peu de côté parce qu'on doit livrer quelque chose qu'on a spécifiquement à faire. Puis c'est peut-être ça la plus grosse différence que je vois. Pour répondre rapidement, là, de là découle pas mal d'autres petites différences, mais pour moi c'est une grosse que je vois. Sarah aussi qui nous demande si tu as une idée de ton prochain virement de cap. Non, j'en ai vraiment pas. J'aime ce que je fais à l'heure actuelle. Le programme est en renouvellement. Je travaille à ce qu'il soit renouvelé et peut-être même l'améliorer pour déployer d'autres outils ou améliorer les outils de support de la science. J'aime vraiment ce que je fais là. Maintenant, peut-être que les opportunités vont se présenter ou des changements parfois, on dépend quand même des subventions. C'est un gouvernement qui peut décider de tirer la plug et puis de dire, OK, bon, on arrête de financer ça de cette manière-là. Bon, là, il va falloir se réinventer. Donc, c'est là qu'avec nos expériences, on peut resurfer sur d'autres choses. Je ne l'ai pas marqué, mais mettons, moi, je fais des activités de consultant scientifique, donc par rapport à mes anciennes expertises, donc je peux très bien décider de développer ça en termes d'expérience, développer une entreprise de consultation. On peut imaginer plein de choses. Hein, je ne le sais pas. Le Québec, d'autres régions au Canada, des retours en France. Je n'ai pas le goût de me projeter trop, en fait. Pour l'instant, je suis bien où je suis. Et puis on a une autre question qui concerne s'il y a des domaines de développement vers lesquels tu te vois plus te diriger dans le respect de l'environnement ou la recherche. Des domaines de développement vers lesquels je cherche à m'orienter. Oui. Je ne sais pas si Isabelle... C'est ta sœur qui pose la question. Ma sœur, salut Isa. Peux-tu reformuler ta question, s'il te plaît? Je voulais savoir s'il y a vraiment un domaine de prédilection dans lequel tu as vraiment envie de te lancer, parce que ce que tu as présenté, c'est assez exhaustif, mais c'est assez diversifié. Et je trouve qu'aujourd'hui,
Il y a quand même énormément de besoins, et que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de la recherche. Donc, je voulais juste savoir si toi, il y avait quelque chose qui te tenait à cœur de te lancer à fond là-dedans, parce que ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'est génial. Mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui vient un peu plus du cœur dans ce que tu as envie de développer? Merci. Je suis toujours intéressé par le développement là, de la production de la filière, j'ai envie de dire, animale. C'est de l'aquaculture, c'est quelque chose encore qui me tient à cœur. Je reste convaincu que c'est une solution pour l'avenir, pour éviter la diminution des stocks, bref, de s'attaquer à ce que la nature offre naturellement. On peut bien contrôler la production naturelle, mais je reste convaincu que l'aquaculture offre encore une solution à la population. J'aime ça, puis je pense que je continuerai de m'investir là-dedans, donc aquaculture, transformation associée à ça. Donc, pour moi, c'est un bienfait pour l'environnement, mais aussi pour l'être humain, j'ai envie de dire, parce qu'on va en bénéficier aussi en termes de nutrition, bien qu'on mange. Donc, c'est peut-être toujours un fil directeur qu'il va y avoir au fond de moi-même, probablement, qui t'accroche au cœur, là, qui est vraiment la valorisation de ça. Merci. Plaisir. Puis, moi, je me demandais comment tu as fait. Là, tu disais que oui, ça, on n'apprend pas ça au doctorat, tel affaire, on n'apprend pas ça pendant ton cheminement académique. C'est des choses, c'est des personnes ressources que tu as trouvées dans les entreprises où tu étais, ou tu es allé te former faire des formations extérieures, ou tu as juste lu sur tous les trucs de la CNESST puis toutes ces affaires-là? C'est un mix de tout ça. Donc, vraiment, comment j'ai acquis ces différentes expertises. Il y a, je l'approche scientifique un petit peu. Fait qu'en gros, revue de littérature, tu fais, OK, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles? Formation en ligne, c'est une chose. Enfin, tu as des formations, des guides, des personnes qui peuvent te répondre, c'est merveilleux, dépendamment des domaines. Une fois que tu as fait, est-ce que ça répond réellement à ma question? Non. Est-ce qu'il faut que je développe ma propre approche pour y arriver? Finalement, je me suis aperçu qu'il fallait beaucoup que je développe par moi-même les affaires. Quand j'avais des contaminations dans le système de production, il n'y a pas personne qui peut le faire mieux que toi de trouver comment c'est. Donc là, l'approche scientifique ne veut pas, donc d'être cartésien dans la méthodologie développée pour répondre à un problème, bah là, ça aide beaucoup. Donc, on pourrait dire, oh, bah, je pense ça, puis j'oublie ce qui se passe à côté. Ben, je pense que de bien considérer tout ce qui peut exister, puis d'avoir une méthode un peu cartésienne dans la résolution, ben ça me permet d'avancer de manière méthodique, puis de ne pas dire, oh, ben, j'ai essai, erreur, essai, erreur. Il y a toujours un peu d'essai, erreur. Mais dans le fond, au moins, c'est plus efficace, j'ai l'impression, dans la résolution du problème. Et oui, tu trouves, parfois tu poses des bonnes questions à des bonnes personnes, c'est des questions de contact, c'est des personnes qui va t'aider à améliorer ça à un moment donné. C'est peut-être très temporaire, mais il y a forcément des relations humaines au travers d'expériences personnelles. Tu dis, OK, bah là, finalement, il n'y a plus personne qui peut m'aider. Essai, erreur, ça marche pas. Et puis, c'est ça. Mais la plupart des choses, c'est pas parce qu'on est une nouvelle industrie que ça n'existe pas dans d'autres problématiques, peut-être dans d'autres domaines d'activité. Donc, effectivement, parfois, je parlais à des fournisseurs de pompes, ils disent, ah, mais dans la fabrication, je sais pas moi, du lait ou du machin, ils font ça comme ça, pac, pac, pac. Là, tu appelles le responsable de l'usine, du producteur, là, de beurre de peanut, tu fais, écoute, j'ai ce problème-là, pac, pac, pac. On y arrivait de même. Avec relation humaine. Toujours de se construire un réseau, puis de ne pas hésiter à aller frapper aux portes. Si on en rejoint l'importance des réseaux, effectivement, c'est vraiment ça. Puis des centres de recherche qui ont souvent les réponses, des experts, puis qui peuvent référer, effectivement, je connais un tel qui travaille là-dessus, puis qui fait ça. On a Arthur qui demande comment tu as fait pour adapter ta vision académique au monde professionnel. Est-ce que tu as senti vraiment un clivage entre les deux, ou ça s'est fait Le monde académique est un monde professionnel. Monde industriel, je dirais peut-être. Oui, monde industriel. J'ai toujours eu cette... Puis, Céline, c'est une remarque qu'elle m'a faite, je me souviens, pendant la soutenance de mon doc. Regarde, il y a toujours eu... J'ai toujours mélangé l'approche fondamentale à l'approche technique appliquée, parce que pour moi, ça va de soi. Comment je l'ai fait, je ne le sais pas. Est-ce que c'est un peu par la force des choses? Mais pour moi, ça doit être appliqué, ça doit servir à quelque chose. Je ne peux pas exprimer, mais un peu pelleter des nuages pour être dans le fondamental 100%. Je trouve que ça ne sert à rien. Forcément, un fondement. C'était pas ton approche.
Ouais, non, pour moi, il doit y avoir une application. Si je vois pas à quoi ça sert, comment on peut l'appliquer, moi, j'ai l'impression que peut-être ça me motive pas, ou ça m'aide pas à trouver peut-être la solution, si on parle de solution. Hein. Je sais pas si ça répond clairement à la question, mais j'ai pas je me suis pas posé cette question-là, donc c'est une bonne question. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu naturel. Pour moi, il doit y avoir une application. Quand on fait de la recherche comme ça en aquaculture, en amélioration de procédés, je veux dire, ça se fait tout seul quand on t'écoute. Là, je veux dire, la direction que tu as pris, oui, c'était des virements, mais d'aller dans l'industrie en mode directeur de recherche et de R&D, c'est comme ça s'applique parfaitement. Ouais. Il est 1 heure, je pense oui, que on va questions. devoir se quitter. Je voulais remercier les personnes qui étaient en ligne. C'est dommage qu'on n'était pas plus en présence, mais ça devrait se développer à un moment donné. Okay. Mais je te remercie vraiment pour cet échange, Erwan. Je pense que les personnes, les étudiants et les étudiantes là, ont vraiment comme un exemple et un aperçu des possibilités qui s'offrent à eux là, avec le fait de faire une maîtrise, un doctorat en milieu académique. Moi, comme tu le disais, là, je trouve que cette activité-là, elle est assez importante pour eux, là, parce que il faut qu'on leur montre un peu c'est quoi les carrières qui sont possibles. Là. Vous n'avez pas juste un fil tracé, là, puis il n'y a pas juste une destination possible. Là. Vous avez le choix, puis il faut vous faire confiance et foncer. Là. Ça va vous mener quelque part, c'est sûr. Là. Il y a pas de... C'est ressorti, je pense, pendant toutes les conférences, peut-être des personnes qui disaient il n'y a pas de ligne droite, il n'y a pas de profil prédéterminé, ou s'il y en a, c'est pour très peu de personnes, que la ligne elle est droite, qui est évidente. Tant mieux pour ceux à qui ça se passe comme ça. Là, mais ouais, ça correspond à une volonté. Mais effectivement, il faut savoir pogner les opportunités. Je sais que Guillaume Dagenet, c'est clarité, pogne les opportunités, puis suis-les, puis à la rigueur, ça fait juste donner des compétences supplémentaires, fait qu'avoir une meilleure vision, fait qu'à quelque part devenir un être humain plus global, qui intègre plus de choses. Oui. Je pense ça s'encourage. C'est comme là, on vous a vraiment montré dans cette édition là, 2021, là, on a des personnes qui travaillent maintenant dans différents ministères, que ce soit les ministères de la pêche, le MAPAC ou le MFFP. On a eu des profs d'université, des enseignants aussi au cégep, des gens qui ont créé leur entreprise, des gens qui sont restés dans le milieu académique. Enfin, tout est possible. Moi, je pense qu'on a réussi un peu à vous rassurer sur l'étendue des possibilités. Puis, c'est ça, fait qu'on vous redonnera des informations pour ce qui va se passer en 2022. Pour l'instant, le programme n'est pas encore cédé, mais on va laisser 2021 se terminer tranquillement. Puis, en tout cas, un gros merci pour votre invitation, puis je le reproduis quand vous voulez. Ah super, je pense que c'est ça qui est bien avec les cohortes, hein, c'est que tous les 2 ans, là, je pense à peu près les nouvelles maîtrises, puis et 3-4 ans pour les nouveaux doctorats, là, fait que je pense qu'on va pouvoir... Puis on verra où est-ce que tu seras rendu. Et donc, toi, je parlais de l'oracle, les premières, quelque part, c'est une première pour moi de parler de moi. J'ai jamais fait, non? Ouais, ça fait... Première fois. Pour moi, c'est aussi une première de me dire, OK, tu as dû faire toute une réflexion, qu'est-ce que j'ai fait, puis qu'est-ce qui a été significatif. En intro, c'est comment parler de moi, puis donner un sens à ça. Je trouve que l'exercice est intéressant, donc encore une fois, c'est ça. Ça, c'est bien retransmis, en tout cas. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Oula, attention. Rien à voir avec tout le cursus de mon frère. Déjà, Edune, bravo. Je suis admirative. J'ai adoré. Et tu n'as pas l'habitude de parler de toi, mais tu parles très, très bien. Et c'est vraiment super topos, belle présentation. Et c'est vraiment félicitations, bravo. Pour tout l'aspect académique, parce que moi, je suis de l'autre côté obscur de la force, je suis côté industriel. Je ne suis pas du tout côté académique. Tout ce que je peux dire pour tous ces jeunes qui veulent faire un cursus, c'est... L'industrie, quelle qu'elle soit, a besoin de l'aspect académique. On a besoin de toute façon de personnes qui ont une autre expérience de la recherche, quelque chose qui est purement académique. Et c'est l'association des deux qui, je pense, fait le succès de beaux projets. Et on a besoin de ça pour l'avenir. Donc, surtout, ce qu'a fait mon frère est un bel exemple, mais un super exemple pour les futurs
les futurs étudiants et futurs chercheurs. En tout cas, en France, on en a besoin. Merci. Merci. On va essayer de les renvoyer en France, les Français qui viennent ici. Français. Bon, en tout cas, merci. Bon, super. Merci beaucoup tout le monde. On va devoir libérer la salle. Fait que, bonne soirée. Je vous dis à une France, prochaine. Oui, bonne bientôt. soirée en France. Puis bon appétit ici au Québec. Bye bye. À bientôt. Bye bye.